Hey, salutations bande de Yule, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 935 de One Piece après une longue absence qui est due à ne serait-ce que des petits problèmes de matos. Mais bon, je vais pas plus vous embêter avec ça. Mais bon, à quoi bon faire des vidéos quand mes théories s'avèrent toujours d'actualité? Et oui, je vous le donne en mille, certaines de mes prédictions se sont encore avérées justes. On en parle juste après. Sur ce, c'est parti pour cette analyse de chapitre. Alors, point principal de ce chapitre et le plus intéressant, c'est qu'on se concentre enfin sur l'avancement de l'histoire. En effet, avec les chapitres précédents, on s'intéressait plus au développement de l'arc de Wano Kuni et ses habitants, donc des chapitres qui servaient de transition. Et ici, Oda nous propose un chapitre où enfin les choses commencent à s'activer. Et on commence directement dans le bain avec Raizo qui arrive à récupérer la clé des menottes en granit marin qui sont censées aider Luffy à s'évader. Et ce dernier s'est servi de la cupidité des hommes de Kaido. Voilà, c'est un fait qui maintenant fait consensus, j'espère qu'on est tous d'accord. L'organisation de Kaido est un peu à la ramasse. Et quand on voit le personnage de Queen qui est mis au centre dans ce chapitre, on n'a plus vraiment de raison de douter. Le mec se présente à nous comme étant un gros junkie. Et oui, un gros junkie qui vaut 1,320 milliard de berries. Rien que ça. Et celui-ci se présentera devant Luffy après que ce dernier, voilà, ait fracassé un vice-directeur de la prison, et ce pour sauver le papy Hyogoro le Fleuri, personnage qui finalement a droit à plus de développement que Queen à l'intérieur de ce chapitre. Chapitre qui porte ni plus ni moins que le nom de Queen. Alors ce n'est pas la première fois que Luffy vient en aide à ce petit vieux, mais cette fois-ci, Oda a choisi de mettre en encadré le règlement de la prison qui stipule qu'il est interdit de répondre à un geôlier. Première fois on coupe les bras, la deuxième fois on coupe les jambes, et la troisième et dernière fois on réserve un traitement assez particulier à la personne qui a souvi à ses pulsions de combat, tout simplement l'exécution. Et c'est à ce moment précis qu'on peut considérer que voilà, le Don a encore une prophétie de juste, mais à vrai dire c'est pas important parce que cette fois-ci, bien que Oda nous ait déjà rappelé à plusieurs reprises ces fameuses règles de la prison, cette fois-ci il les met en encadré dans la pagination, et le message est clair, il faut les prendre au sérieux. On arrive tout simplement à un point de jonction dans la deuxième partie de cet arc Wano Kuni. Luffy, qui est tout simplement le personnage qui porte l'histoire, au même titre que les autres personnages principaux que l'on connaît tous, l'équipage, voilà. Placer Luffy en prison, c'est tout simplement s'épargner quelques difficultés d'écriture, tout simplement parce que Luffy, voilà, le mec est conçu pour éclater Big Boss de l'île, le Big Boss de l'organisation, pour ainsi faire avancer l'histoire. Et au même titre que Zoro, qui lui est son bras droit et a la même pensée, le meilleur moyen de gagner, c'est de se prendre au plus fort directement. D'ailleurs, on reviendra sur Zoro qui, lui, dans ce chapitre, on apprend qu'il a perdu ses sabres. Tout ça pour en venir au fait que derrière l'emprisonnement de Luffy, il y avait bel et bien une raison. Raison que Luffy avoue de lui-même au directeur de la prison qui va le défoncer juste après, que oui, en effet, Luffy s'est bel et bien servi de la prison et du travail dans les carrières comme d'un entraînement physique. Et ça fait déjà un petit moment qu'on l'avait remarqué parce que le mec est quand même congestionné comme jamais. Ouais, il a pris des bras, ouais, on peut dire ça, ouais. Et Luffy se retrouve bien comme un con à menacer, voilà, le directeur de la prison et leur dire que voilà, s'il retire les minottes, il sera encore plus balèze et qu'il risque d'aller défoncer, bien évidemment. Mais en plus de ça, après s'être fait défoncer, lamentablement, il nous dit qu'il n'a pas recours à son acquis. Et là, quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu surpris. Mais après, on peut peut-être expliquer ça par le fait que, voilà, en portant les menottes en granit marin, étant donné que Luffy est en caoutchouc, voilà, ses pouvoirs diminuent et même sa condition physique. Et du coup, peut-être qu'il faut être en pleine forme pour utiliser pleinement son acquis. Et quoi de plus ballot que de ne plus avoir son acquis, justement quand on te dit que tu vas te faire exécuter. Alors que le principe de base du acquis est tout simplement d'augmenter l'invulnérabilité du personnage. Et une fois devant Queen pour rendre des comptes, voilà, le petit vieux Hyogoro le Fleuri n'hésitera pas à proposer sa propre vie pour essayer d'épargner celle de son bienfaiteur Luffy. Et c'est à partir de là qu'on aura bon nombre de petits développements par rapport à ce vieux personnage qui est Hyogoro le Fleuri, qui était tout simplement l'ancien boss des Yakuza avant Kyoshiro. Kyoshiro qui a tout simplement tué, entre de grosses guillemets, Komurasaki, le Iran de Wano. Et on a appris justement que Queen était un petit fanat d'elle et qui voulait se rendre au quartier des plaisirs pour aller la voir, voilà, comme un gros chien. Et il risque d'avoir des surprises parce que celui-ci, d'après ses hommes, n'est absolument pas au courant que cette dernière est morte. Alors que dans l'histoire de One Piece, voilà, ça fait déjà 2 jours qu'elle est présentée comme telle. Et c'est l'un des points qui me fait dire que justement Queen est à la ramasse au même titre que tous ses hommes, tout simplement parce que l'organisation de Kaido nous l'a présentée comme assez active, qui utilise beaucoup les communications et tout pour faire passer les informations sensibles et importantes. Et là, on nous apprend que après 2 jours de laps de temps, que les informations ne sont pas remontées jusqu'aux calamités. On peut en déduire du coup que voilà, c'est un personnage assez modéré et qui a peut-être aussi des petits problèmes d'ego, parce que quand le mec il nous a fait son petit show là, la chanson était douteuse quand même. Et au-delà de ça, Queen a quand même proposé à Luffy, voilà, de rentrer dans l'organisation et de se faire pardonner par Kaido du moment que voilà, Luffy accepte bien gentiment de donner la patte. De la même façon que Kaido lui-même quand il a rencontré Ashura Doji après les événements, voilà, du village d'Okobore. Et voilà, à partir de là, on peut concevoir que Queen intervient dans une pure formalité. Et du coup, je vais pouvoir en venir
voilà, l'une des particularités et points importants de ce chapitre, c'est un parallélisme dans la présentation et le développement de Hyogoro le Fleuri, d'un coup par Queen qui va nous le présenter sous différents aspects, et par Shinobu la ninja, accompagné de Nami et Robin, qui sont dans les bains publics. Et finalement, quoi de mieux que des bains publics, voilà, grand classique du shonen, pour avoir des personnages qui se mettent à nu dans les deux sens du terme, et puissent offrir tout simplement leur sincérité. Et en parlant de bains publics, on a appris entre temps que voilà, Sanji projetait d'y aller, bien évidemment accompagné du dispositif du Germa, qui lui permet de devenir invisible. Alors là, pour le coup, je me demande comment le mec va réagir quand il va voir que les bains sont mixtes, mais à tous les coups, on peut s'attendre à ce que, je sais pas moi, il y ait une flaque de sang qui commence à apparaître par terre, et je pense bien évidemment à un potentiel saignement de nez, et les gens pourront croire que peut-être c'est un yokai et s'enfuiront, et comme ça il se retrouvera seul dans sa détresse, parce qu'au final c'est un gros chien. Mais bon bref, arrêtons de tergiverser, et parlons vraiment de ce que Shinobu la ninja a à nous dire par rapport à Hyogoro le Fleuri, l'ancien boss de Yakuza. Le personnage nous est présenté en son temps comme quelqu'un de formidable. Il était le big boss de l'ombre de la mafia, etc., la mafia de Wano, et en plus de se faire respecter et obéir par les autres boss de la mafia présentes sur chacune des îles de Wano Kuni, il était très apprécié de Oden-sama lui-même. Et Shinobu amorce et annonce la couleur, comme quoi, si Hyogoro était avec, voilà, la rébellion, on pourrait espérer qu'il réunisse un maximum de samouraïs. Et donc on peut concevoir que le mec dégage un certain prestige. Et on a appris justement que c'est après avoir refusé l'intégration dans le clan Kurozomi, donc le clan de l'actuel shogun de Wano Kuni, que celui-ci s'est retrouvé emprisonné. Et donc nos déductions étaient bonnes. On pouvait bel et bien penser que si, voilà, Hyogoro est actuellement le doyen des prisonniers, ben c'est tout simplement pour des raisons politiques. Litige qui date maintenant de bien 20 ans. Temps suffisant pour que le prestige et l'aura du personnage se dégradent au fur et à mesure des années. Et on apprend par la même occasion que c'est ce litige qui a rendu Shinobu la ninja fugitive, car celle-ci voulait se dissocier du clan qui était en possession du palais du shogun. Et voilà, du coup cette mise en situation ainsi que la mise en scène nous laisse penser que Hyogoro, le personnage en lui-même, était quelqu'un d'important pour elle. Et donc pour en revenir à ce que disait Queen, en parallèle, toujours par rapport à Hyogoro, le mec était tout simplement courtisé par Orochi et Kaido lui-même, et ce pendant son heure de gloire. Eh bah putain, ça faisait beaucoup d'informations, hein, j'espère que je vous ai pas perdu les gens. Du coup, si ce personnage est aussi mis en avant, et ce depuis quelques chapitres, grâce au chapitre, on a un aperçu qui s'éclaircit par rapport à l'ancien Wano, voilà les anciens figurants de l'histoire de Wano Kuni, et ce fameux personnage semblait tout simplement être une légende, et qui se trouve au centre, voilà, de tous les réseaux. On arrive enfin à avoir un aperçu de justement qui est allié avec qui, et qui est ennemi avec qui, et peut-être même qu'il est la clé pour recruter les personnages qui sont attendus, on va dire, tous les fourreaux rouges. Et quand je dis ça, je pense à Ashura Doji, ne serait-ce que lui. Et comme par hasard, sur qui on tombe à la toute fin du chapitre, et bon, pas spécialement par hasard, parce que j'ai juste la flemme de faire une bonne transition, mais voilà, on tombe tout simplement, enfin on va plutôt dire Raizo, qui tombe tout simplement sur Kawamatsu, l'un des fourreaux rouges que tout simplement ce dernier recherchait. On peut donc enfin mettre un nom sur le prisonnier de l'ombre qui se situait tout simplement dans la carrière. Et les circonstances de cette rencontre se font exactement comme dans ma prophétie. Le pouvoir du shogun, toi-même tu sais. Eh ben, maintenant que le résumé est terminé, on va pouvoir passer aux conclusions. Et c'est parti. Alors quel est au final l'intérêt de ce chapitre qui est très concentré en informations, et Oda a décidé de faire passer un petit peu la pilule avec ne serait-ce qu'un petit peu d'humour. Humour qui était le bienvenu parce que Queen m'a bien fait marrer quand même. Et bien sûr on va écarter le fait qu'il veuille exécuter Luffy et le petit vieux bien sûr. Ce serait bête de faire mourir ce petit vieux après autant de développement, au même titre que Komurasaki. Oda, voilà, en l'ayant fait souffrir pas mal de fois et bien assez je pense, a voulu qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'accroche. Et maintenant, avec toutes les informations qu'on a avec ce chapitre et le précédent, on se rend compte qu'il y a un véritable enjeu autour de ce personnage. Surtout que la rébellion n'a pas réussi à recruter autant de samouraïs qu'elle espérait. Et qu'est-ce que nous a dit Shinobu la ninja à ce moment-là? Dans ce chapitre, à lui seul, il serait capable de rameuter un maximum de monde. Et maintenant que le personnage est à l'article de la mort, on se rend compte que les enjeux nous sautent littéralement à la figure. Et quoi de mieux que l'une des calamités présentées avec 1,320 milliard de berries pour représenter une vraie difficulté. Et cela veut dire que tout simplement il a plus grand intérêt à libérer Hyogoro le Fleuri que Luffy tout simplement. Le personnage a une très haute estime pour Luffy. Alors si ce vieux papy peut faire grandir l'aura et le prestige de Luffy à travers la population de Wano Kuni, chose qui a déjà commencé avec les actes de Luffy par rapport voilà au début de l'arc et ses actions de nature altruiste, si un mec comme lui qui est désigné tout simplement en tant que légende se met à bien parler de Luffy, sachant que ce dernier s'est battu contre Kaido et a eu un comportement
altruiste et protecteur, à l'image d'un souverain, on peut s'attendre à ce que le message passe. Mais voilà, la fin du chapitre en a voulu autrement parce que c'est très mal barré pour le petit vieux. Parce qu'en effet, celui-ci a proposé sa vie en échange de celle de Luffy. Le mec ayant totalement accepté son déclin, voilà, accueille la mort les bras ouverts. Mais Luffy, lui, il est un peu pareil. Du coup, voilà, on est face à un gros dilemme, un gros suspense. Mais du coup, tout tombe sur les épaules de Raizo. On peut se laisser penser que Raizo enverra la clé à Luffy en espérant qu'il puisse se libérer et foutre un maximum de dégâts. Mais étant donné que Raizo s'est fait perturber tout simplement par le fourreau rouge qui est à l'intérieur de la cage, et ça pourrait tout simplement compromettre sa situation et sa position et ainsi ne pourra plus aider Luffy et devra dans ce cas-là s'adapter en conséquence. Et après que le petit vieux ait proposé sa vie en échange de celle de Luffy, Queen est intervenu pour dire qu'il avait une super idée. Et si le personnage de Queen commence à nous dire que voilà, il réserve cet événement au festival du feu, l'exécution, tout ça, je risque de péter un câble. Et ça confirmera une fois pour toutes ma théorie du Marineford 2.0. Oui, je sais que je casse les couilles avec ma théorie et bon, j'étais le premier à la sortir, j'étais plutôt fier de la vidéo. Bon, la vidéo était un peu dégueulasse, mais le fond y était. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a prédit énormément d'éléments qui arriveront par la suite en une seule vidéo? Si ce n'est se faire piquer l'idée, parce que étrangement, d'autres youtubeurs ont sorti la même théorie pas longtemps après. Et cette théorie, on peut la résumer à Luffy qui se retrouve dans la même situation que son frère 2 ans plus tôt. Je suis le Don, celui qui voit tout, celui qui entend tout, même dans le futur. Eh oui ma gueule. Bon, on va s'arrêter ici avec ces bêtises et commençons dès maintenant la dernière partie de cette vidéo qui se concentrera sur Zoro et quelques petits trucs que je peux reprocher à l'arc Wano Kuni. Et bon, étant donné que je n'ai pas parlé de One Piece ces dernières semaines et qu'on a eu droit à un semblant de révélation par rapport à Zoro, c'est aussi l'occasion maintenant d'en parler. Et aux dernières nouvelles, on a appris dans ce chapitre que Zoro s'est fait piquer ses sabres, alors que le mec il tient plus qu'à la prunelle de ses yeux. Comment a-t-il fait? C'est une très bonne question, vous allez me dire. Et je n'ai pas la réponse. Et justement, je vais pouvoir revenir à ce que je disais au début de la vidéo par rapport aux personnages principaux, notamment les plus puissants qu'ils ont écartés pour ne pas avoir trop de contraintes et ensuite pouvoir développer l'arc comme il se doit. Et par contrainte, j'entends, et c'est important de le dire, que Oda, à partir du moment où il crée ses personnages et leur donne une personnalité, des motivations et à contrario des freins psychologiques, les personnages peuvent évoluer d'eux-mêmes. Il leur a insufflé la vie littéralement. Et ça, c'est dans le seul et unique but d'avoir un biais de cohérence, que les personnages se déplacent pas d'eux-mêmes, voilà, et uniquement pour faire avancer l'histoire, non. Et ce que j'essaie d'expliquer justement, c'est que Oda met en place des facilités scénaristiques. Mais attention, le terme en lui-même peut choquer comme ça, mais il y a une explication derrière. Et là, c'est très important. Et derrière absolument chaque choix de direction qu'un auteur veut donner à son histoire ou à ses personnages, on va avoir des libertés, mais aussi des contraintes. Et justement, il y a des chemins que les personnages peuvent prendre et d'autres qu'ils ne peuvent pas prendre en fonction des circonstances. Ils ne pourront pas toujours aller de l'avant. Et à ce moment-là, on jauge justement la capacité de l'auteur à avoir une excellente habilité pour déplacer ses personnages dans son univers. Et justement, ce que je reproche à One Piece, c'est que pour empêcher des personnages d'évoluer à leur bon vouloir et leur donner une direction presque radicale, on les met dans des situations très problématiques. Et à cause de ça, l'auteur sacrifie des opportunités d'écriture, des libertés d'écriture tout simplement. Et là, le vrai problème que je soulève, c'est qu'il y a trop de choix radicaux, il y a trop de changements de direction qui se font sentir et qui facilitent l'avancement de l'histoire. Bien sûr, il y aura toujours des justifications scénaristiques qui seront cachées derrière, et ces choix de narration-là sont présents en raccord avec le concept de la pièce de théâtre que Oda a installé pour justement le développement de son arc Wano Kuni, ce qui explique considérablement pourquoi la rapidité de la narration s'est fait sentir dès qu'on arrivait à Wano Kuni. Et à partir de là, tous les choix que Oda va faire sont décidés en fonction de ce qu'il a envie de nous raconter. Et le problème justement, c'est qu'on arrive à un conflit de médias. Oda reprend des codes de la pièce de théâtre japonaise. Après ça, je donnerai des exemples parce que là vous m'entendez parler, mais j'ai pas encore donné d'exemple. Je ferai ça juste après. Et du coup, moi je vois la chose comme ça. On s'éloigne du rythme que Oda nous a imposé et habitué depuis très longtemps d'ailleurs pour quelque chose qui correspond à un autre média. Et du coup, on s'éloigne. On ne fait plus attention aux codes qui font la force du manga. On ne s'approche plus des évolutions de personnages. Les personnages subissent les événements, on ne les voit plus évoluer. On ne s'intéresse plus aux détails et c'est justement ces détails qui font la force d'un chapitre et la force d'une histoire. Je sais très bien que Oda nous réserve quelque chose d'énorme derrière tout ça, mais ce n'est pas parce qu'une direction artistique est décidée que ça la rend meilleure. Les chapitres sont divertissants, ok, on en a un par semaine, ok, on n'a pas de raison de se plaindre, mais quand tu commences un arc narratif à la 5e vitesse, alors que d'habitude tu commences à la 2e ou à la 3e, voilà, tu fais souffrir tes lecteurs en les
bombardant d'informations. Ok, les chapitres sont divertissants, mais tu frustres tes lecteurs parce que tu les bombardes d'informations et tu te rends compte que les personnages, ils sont réduits tout simplement à l'état de pion. Et notamment ici, les personnages les plus puissants. Oda a empêché Zoro de rencontrer Sanji et qui par la même occasion a empêché Zoro d'être confronté à Kaido en dragon. Par conséquent, Luffy n'est pas accompagné de son bras droit et fonce tête baissée vers l'adversité, se fait one-shotter et se retrouve en prison. Et tout ça à cause d'un putain de problème d'orientation. Et maintenant, je vais vous dire la plus grosse révélation du tout le One Piece Game. Si Zoro a un sérieux problème d'orientation, c'est pour des raisons de facilité scénaristique. Parce que le mec est trop puissant et que Oda, dès le début de son histoire, savait que le personnage allait être trop puissant. Et à tous les coups, on apprendra qu'il y a une justification derrière ce problème. Et comme tout à l'heure, c'est une question d'opportunité et de contrainte. Et pour l'exemple, encore une fois, je peux vous demander que se serait-il passé si Luffy n'était pas arrivé en prison. Et là, votre cerveau doit déjà fourmiller d'idées, mais c'est pour vous dire que plus il y a de contraintes et plus on va devoir trouver des moyens X pour faire avancer son histoire et qui peut potentiellement la faire allonger. Et c'est exactement la même chose avec l'amnésie de Big Mom. Là aussi, on peut être sûr qu'il y a une justification derrière ce choix scénaristique par rapport au personnage et au scénario, bien sûr. J'ai même fait une théorie dessus pour la vidéo du chapitre 931. Bon, je vais essayer d'accélérer pour pas que la vidéo soit trop longue parce que j'ai un peu abusé là. Bref, tout cet argumentaire pour arriver au fait que Zoro s'est fait piquer ses sabres. Et Oda le sait très bien qu'on veut voir Zoro. Il le sait très bien qu'on l'adore ce type. Et il sait très bien aussi qu'il peut rien nous montrer de très fameux par rapport à lui. Alors du coup, il nous balance, voilà, un petit snatch. Il nous met une petite révélation placée là comme ceci avec les petites pincettes. Un petit peu d'épices de hype. À vrai dire, j'ai pas de théorie concrète, si ce n'est dire que Zoro appartient au bas peuple ou qu'il a une engeance qui a un rapport avec les démons ou la pègre ou quelque chose de très sombre. Et du coup, on apprend avec juste une simple description, on ne voit pas la scène, Zoro s'est fait piquer ses sabres. Et étant donné que c'est déjà arrivé auparavant plusieurs fois, ne serait-ce que dernièrement, Dressrosa, voilà, il s'était fait piquer ses sabres par une fée. Mais là, pour éviter la redondance, on peut considérer que cette fois-ci, le vol directement concentré sur les sabres est bel et bien intentionnel. Et ça, peut-être parce qu'il s'est attaqué au Yakuza, ou peut-être parce que quelqu'un a reconnu les sabres qu'il portait, qui sont assez célèbres d'ailleurs, surtout le Shisui, ou alors c'est quelqu'un du village des bisous qui les a volés en espérant en faire du fric, ou alors c'est quelqu'un qui veut appâter Zoro parce qu'il est recherché. Les possibilités sont multiples, mais tout ce que je sais, c'est que quelque chose d'énorme se prépare. Dans l'ombre, quelque chose de grand approche. Bon, je vais m'arrêter ici, je vais éviter de trop théoriser, parce que j'ai déjà 2 prophéties qui se sont réalisées rien qu'avec ce chapitre. Sur ce, c'était le Don, qui est revenu en force après tout ce temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez la partager. Surtout, ne vous défoulez pas dans les commentaires, soyez respectueux. Moi j'ai donné mon avis parce que j'étais frustré, parce que moi je veux voir du Zoro. Moi je veux voir du Zoro, moi je veux voir de la puissance, putain. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était le Don, pour vous servir. Allez, bonsoir.